C'est rien de le dire. Je pense qu'ils ne sont pas uniquement lassés, ils sont totalement blasés et ils ne font aucune confiance au pouvoir, et ce d'autant plus que eux sont confrontés aux difficultés du quotidien, c'est-à-dire de leurs compatriotes qu'ils trouvent tous les jours dans la rue, auxquels il faut apporter des réponses, alors qu'ils n'ont plus aucun moyen. Donc, euh, jadis, naguère, il n'y a pas longtemps, les communes avaient quand même des dotations de l'État. Bon, l'un dans l'autre, ça faisait qu'il y avait quand même une péréquation, tout le monde pouvait un peu s'en sortir. C'est la même somme qui reste, mais ça a été versé aux grandes communautés de communes. Version M. Valls. Alors que les Français avaient beaucoup aimé la version Mitterrand avec Gastonnet de Marseille, ministre intérieur. C'est-à-dire, on se réunissait à 12 ou 13 communes, et puis on élisait d'abord le maire, le président parmi les maires, pares inter pares. On n'avait pas besoin de proportionnel, et les citoyens pouvaient voter en toute tranquillité d'abord pour leur conseil municipal et leur maire dans leur commune, en sachant qu'ils garderaient la souveraineté dans leur commune. Et ça s'est passé comme ça pendant 30 ans. Et puis sont apparues ces grandes communautés de communes, dans lesquelles on mêle une ville entière ou un bout de ville, et puis autour 30, 50, 120. Chez nous, il y en a une qui a 180 communes. Vous voyez, et là, comme dans tout groupe humain, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui parlent, et les autres écoutent. Et c'est ceux-là qui ont le pouvoir, et personne n'ose au fond demander. Et ça se termine comment? Alors que moi, j'ai vu, autour de la table de mon conseil municipal, des fois passer jusqu'à 3 heures du matin pour arriver à trouver une solution. Parce que tout le monde pouvait parler. Et c'était important. C'était aussi l'époque où la politique avait encore du temps long. Or, la politique est un art, ce qu'on a complètement oublié. Et l'art de la politique, c'est d'abord de pouvoir se supporter ensemble, de pouvoir échanger et de prendre le temps qu'il faut pour trouver l'équilibre. Aujourd'hui, dans les communautés de communes, il n'y a plus que 2 actions qui valent. La première, c'est qui s'abstient, qui est contre. Votez. Et maintenant, il y a donc 182 délibérations, et c'est adopté. 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 On ne prend même pas le soin de demander. Donc, effectivement, les maires, déjà, par rapport à cette situation, ne se trouvent pas. Alors, excusez-moi d'être un petit peu long dans la réponse, mais c'est une grande erreur. Parce que la France est un pays très singulier dans ce que le général appelait le concert des nations. Nous avons eu des paroisses, et avant d'avoir eu des paroisses, on avait encore eu autre chose. Puis ensuite, la Révolution a voulu des maires forts pour tenir tête aux messieurs les curés, aux messieurs les pasteurs. Et ce qui fait que le maire de France est un des plus puissamment dotés en pouvoir. Et notamment en ce qui concerne la gestion en bien commun du patrimoine. Parce que dans tous les pays du monde, le maire est chargé de veiller à ce qu'il y ait un minimum de développement dans sa commune et qu'il y ait un minimum de bien-être. Mais en France, le maire est par-dessus le marché chargé de veiller à l'entretien du patrimoine. Alors ça peut être le monument aux morts, ça peut être l'église, ça peut être le cimetière, ça peut être tout ce qui est public. Mais ça peut être aussi, dans certaines régions, des hectares et des hectares de forêt ou de terres communales qui appartiennent à tout le monde et qui n'appartiennent à personne. C'est une gestion bien commun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France, grâce aux maires et aux paysans, aux agriculteurs, eux aussi en voie de disparition, est à ce jour, si tu le regardes par avion, un véritable
jardin, il y a là, maintenant le mot m'échappe, je l'ai dit 40 fois. Voilà. Alors le nôtre, tu vois, tout est taillé jusqu'au bordé, enfin, ça devient de moins en moins vrai. Mais prenez une photo de la France d'aujourd'hui et regardez dans 10 ans d'ici si on continue. On a déjà à moitié détruit les mers, les agriculteurs, ça vient tout seul. Il y a 170 000 exploitants qui vont partir à la retraite dans les 3 ans qui viennent, et il y en a à peu près 2 ou 3 000 affichés pour prendre la suite. Quand j'étais jeune maire, j'ai installé 29 agriculteurs dans ma commune. Aujourd'hui, il y en avait 2, c'était 2 jeunes agricultrices. L'une, c'était la fille de mon frère. Après 4 ans, elle n'a pas pu tenir. Trop de tension, trop de pression. Et là, il y a la fille de mon ancien adjoint qui continue, mais c'est très difficile. Donc, si le paysan et l'agriculteur s'en vont, eh bien, voilà. C'est ça que les maires ressentent au fond d'eux-mêmes. Et puis, avant, un maire avait des responsabilités. Et devant son conseil municipal et en dehors, et il les exerçait. Mais il était facilité par les services de l'État et du département, parce que le département commune, ça tombait bien, ça se combinait. Depuis sont apparues les régions qui ne servent strictement à rien dans l'état actuel des choses, et ces grandes intercommunalités. Donc le maire n'a plus de conseil auprès des fonctionnaires de l'État, il n'y a plus que des contrôleurs, avec comme super contrôleur le préfet. Mais il n'y a pas bien qu'ils soient bienveillants, mais ils ne sont pas là pour t'aider à franchir des caps, pour t'aider à trouver un financement exceptionnel pour un beau projet, pour faire quelque chose, pour redonner espoir et foi. Et c'est ça qu'ils sont venus dire. Et ils sont venus dire en plus qu'ils ont peur et qu'ils n'ont plus confiance en rien, ni en personne. Oui, à mon avis, ça a été très monté en flèche par les 3 ou 4 dernières années, mais au fond, ce n'est pas, à mon avis, je me trompe peut-être, mais ce qui marque le plus l'esprit des maires. Moi, la plus grande majorité de ce que j'ai vu, c'est pas cette peur, parce qu'au fond, ils connaissent, ils ont un art consommé du dialogue, de l'échange. S'il n'y avait pas de maire, ce serait partout vraiment le bazar organisé. Et là, ils savent faire cohabiter. C'est pas ça. Ce qui leur pose le plus problème, c'est que s'ils veulent prendre des mesures pour essayer d'améliorer la sécurité, ils sont littéralement largués par tout le monde. Ça se prépare d'une manière collégiale. On en parle, on en peut parler ce matin, on continue cet après-midi, on se demande d'abord, et ça c'est les jeunes qui nous feront un exposé demain, parce qu'il y a les JJL, les jeunes avec Jean Lassalle qui sont brillantissimes, on vient de recevoir 2 ou 3 perles, 2 féminines, une masculine qui n'est pas encore arrivée mais qui va parler tout à l'heure comme un dieu, et quelques autres. Donc, il faut d'abord se réorganiser. Parce que nous avons eu la chance, pendant les présidentielles, de tomber sur un groupe de jeunes qui ont été capables, d'abord, de mettre en place une ligne de communication, avec notamment cette affiche, un livre que nous avons sorti. Ils ont loué un car, un bus. Moi-même, je n'y croyais pas. On a fait le tour de France dans un bus. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Et moi, bien que très peu invité par les médias, puisque je fais 4 ou 5 heures de télé, à comparer avec les 230 de Mélenchon ou les 200 des 2 nanas parisiennes, et j'en passe les meilleurs, et quand même, je crois qu'après coup, nous avons marqué les esprits. Alors quelqu'un m'avait dit un jour, une jeune députée m'avait dit, il faut que tu me donnes il faut que tu me dises comment je peux devenir très connu et très populaire. Et je lui avais dit, et très aimé. Oui. Je lui ai dit 40 ans.
Mais j'ai 40 ans. Oui, il faut 40 ans. Enfin, je passe. Ah, mais regarde Chirac, regarde Mitterrand, regarde ceux qui ont fait quelque chose. Il y a eu que ce diable de Macron qui s'est faufilé. Enfin, il est vrai qu'il avait Rothschild derrière, ça peut faciliter les choses. Et puis tous les grands tenants de la finance mondialisée et financiarisée. Mais je lui avais dit ça. Elle m'a dit, mais je n'ai pas le temps. Mais je lui ai dit, invente d'une autre manière. C'est le livre que j'ai mis le plus de temps à écrire. Et je me suis entouré d'un petit comité que nous appelons scientifique. Tiens, il est là, le coco. Viens te mettre derrière les filles. Et parce que j'ai voulu reprendre l'affaire depuis 5 ou 6 siècles. C'est-à-dire montrer que ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, c'est écrit il y a déjà longtemps. Lorsque, dans le sillon de Christophe Colomb et de tous les autres, de Magellan, qui, eux, étaient des amoureux de la découverte, ils aimaient découvrir, ils aimaient l'aventure, et c'est ce qu'il nous faudrait d'ailleurs aujourd'hui pour l'espace, qui est un de mes grands projets. Eh bien, comme Kennedy d'ailleurs, qui a évité une guerre mondiale grâce à la Lune. Le seul problème, c'est que derrière, on suivit les marchands. Les marchands, ils ont tué tout le monde et ils ont ramené plus d'or et d'argent et d'encens et de pierres précieuses que n'en avait connu non seulement l'Occident, mais même Cléopâtre à l'époque, ou même Jules César. Jamais un phénomène comme ça ne s'était produit. Et à partir de ce moment-là, c'est mal barré. Parce que le problème de l'argent n'est qu'une courroie de transmission. Mais toutes ces pierres précieuses, tout cet or, tout cet argent, c'est ceux qui savent s'en servir qui l'ont pris en main. Et il est bien entre leurs mains, parce qu'il fructifie, il fait des enfants, il fait etc. Et ceux qui voulaient le bien ont été minoritaires. Et c'est un peu ce qu'on appelait les amoureux du service public, avant l'heure. Et ce n'est pas étonnant que durant cette époque soient nées successivement les grandes idées qui ont présidé au capitalisme et en même temps les grandes idées qui allaient présider un peu plus tard au communisme. C'est que ça a créé un électrochoc. Donc on a essayé d'expliquer tout ça et on a essayé de dire comment peut-être on pourrait trouver une solution parce que là, on était incertain entre aurore et crépuscule. Voilà. Le pays est en danger, c'est certain. Il y a des ferments de violence un peu à tous les étages. À partir du moment où un homme ou une femme est renvoyé 5 ou 6 fois dans ses buts, sans avoir l'embout du début d'une élection. Si c'est un jeune, bon, il est un peu habitué. Bon, s'il fait des études dans des grandes écoles, il a quand même la chance, quelque part, de pouvoir atterrir quelque part. Bon, mais d'une manière générale, ils se font envoyer dans les buts. Ensuite, il y a ceux qui prenaient l'exploitation familiale. Ça se passait de père en fils. Et ça faisait beaucoup de monde. En 1960, il y avait 5 millions de paysans en France. J'ai rappelé les chiffres maintenant. Et combien y avait-il d'ouvriers? Et combien y avait-il de marques de voitures qui faisaient beaucoup fonctionner l'entreprise et qui créaient beaucoup d'emplois? Bien aujourd'hui, faites le décompte et vous allez voir. Il y en a beaucoup moins. Donc, à force de se sentir renvoyé, de se sentir inutile, c'est ce qui est le sentiment le plus terrible, et même de trop. On en conçoit pour les hommes une forme de dépression, et on prend des pilules le soir pour s'endormir, et des vitamines le lendemain pour se lever. Mais dans la journée, tu ne peux rien faire. Et par conséquent, ce à quoi ils aspirent, c'est de nouveau à une vie authentique.
Ils auraient bien envie de voter, mais voter pour qui? Puisque tout le monde a juré au mois de mai, et tout le monde s'est parjuré au mois de juin. Parjuré. Je l'ai vu, de mes propres yeux, je l'ai vu avec notamment les présidents que j'ai bien vus, Sarkozy et Hollande. Hollande, ça avait été encore plus spectaculaire. Il avait dit à ses députés, nous ne voterons jamais le nouveau pacte européen. Et lui était élu, et les candidats malheureux étaient aux législatives, ce qui est normal. Et j'en avais un en face qui continuait à dire, avec nous, il n'y aura pas de pacte européen. La première chose qu'il faut en arrivant à l'Assemblée, c'est voter le pacte européen, parce qu'il avait été voir, entre-temps, Mme Angela Merkel qui lui avait dit c'est comme ça. Alors, j'avais écrit d'ailleurs sur un livre, Un berger à l'Élysée, un très beau passage. Il monte les escaliers de l'Assemblée, l'esprit bloqué, le cœur figé. Ils se disent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne le feront pas, et pourtant, ils ont d'ores et déjà la certitude qu'ils ne pourront pas y échapper. Ils vont s'asseoir, ils sont tétanisés, et tétanisés, ils appuient sur la touche qu'ils avaient totalement exclue pendant des semaines et des semaines de campagne. D'abord avec mes amis de résistants, parce que si j'y arrive, ils auront quand même leur mot à dire. Et puis je les écoute parce qu'ils sont fidèles. Ils se succèdent, mais il y a quand même quelques grands qui restent toujours là. Il faut un tel courage pour adhérer à Résistants que tu t'imagines, tu as le réveil à 5 heures du matin parce que tu dois être à Paris, tu te dis non mais je ne vais pas encore aller à une réunion de Résistants dans la salle, non j'en peux plus, je suis crevé, je reste au lit. Et puis au bout de 10 minutes, le camarade, il repart. Ensuite, je travaillerai avec tous ceux qui auront envie de travailler, sans exclusive. Le peuple aura fait son choix puisque je serai président. Et moi, je présenterai les 2 ou 3 premières lignes de mon projet. Je dirai, voilà par quoi on commence. Et je ne pense pas que je trouverai beaucoup de résistance. Je ne pense pas. Et en fait, il faut savoir qu'un homme politique a en gros 2 ou 3 ans devant lui pour changer en profondeur, changer de paradigme, indiquer un futur là où il n'y en a plus. C'est un peu comme un amour. Tu sais, un couple qui a un coup de foudre, mais il a des hormones qui se créent dans tous les sens, qui se chevauchent, etc. Il ferait l'amour nuit et jour, enfin, il est... Voilà. Mais au bout d'un moment, si tu ne sais pas cultiver l'amour, après, c'est difficile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a... D'abord parce que les temps sont extrêmement violents et que ça ne se prête pas à la vie en famille, à la vie en couple. Mais aussi parce que ces hormones sont un petit peu enveloppées, sont un peu disparues. C'est-à-dire qu'elles ont servi le temps de mettre un bébé au monde et un autre au placard. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, par conséquent, après, voilà. Donc, ce que je veux, et je proposerai, d'abord, on reconstruit un État. Parce que la France s'est construite autour de l'État, du roi, des provinces et de Dieu. Bon, Dieu, je ne le trouve plus. Je pense qu'il pense à moi, mais comme je ne le vois plus, comme le voyaient les rois et comme il parlait, bon, je ne peux pas m'assurer de son autorité pour m'aider à prendre des décisions. Mais l'État, roi, doit redevenir ce symbole. La France est un pays de symboles. Et il faut qu'il devienne un symbole et outil. Parce qu'il est composé d'hommes et de femmes, mais en même temps, ce n'est pas à proprement parler une personne voilà, humaine. C'est un ensemble. Et je vais assigner à l'État, alors l'État, et deuxièmement, je flingue toutes les dernières lois sur l'organisation des territoires, je remets la commune en tête de gondole et je reconstruis une organisation territoriale de suite. Tant que les préfets sont en vacances, tant que les vaincus se font bronzer le cadran,
j'assigne au gouvernement une démarche très simple. On multiplie le budget de la recherche par 10. Parce qu'il faut impérativement reprendre à chercher. Je me souviens des Shadocks, ils ne trouvaient pas toujours, mais enfin, ils cherchaient quand même. Ça, c'était des temps immémoriaux de l'ORTF. Et alors, mais il n'y a pas que les chercheurs qui cherchent. Quand tu crées une démarche comme ça, tu as des jeunes retraités qui se disent, putain, j'ai pris la retraite un peu jeune, je m'emmerde. Mais si moi, je lui file un peu de thunes, je lui dis, tu vas me former des jeunes autour de toi. Tu vas leur transmettre ce que tu sais faire. Il va se mettre en 4. Et les jeunes vont se prendre beaucoup d'amitié. Ça, c'est l'histoire des Gilets jaunes, où tu avais des jeunes gens de 18 ans qui retrouvaient un grand-père. Parce qu'il y avait un homme qui savait faire tenir un piquet debout. Et c'était animé par des jeunes femmes de 35 ans, 2 enfants qu'elles élevaient seules. Et le soir, elles disaient, bon allez, maintenant, fini la picolette, fini aussi le petit, tu vois, s'il y en avait, demain il y a du boulot. Et on retrouve une société. Donc, je pense que si on se met à chercher, je dirais, on va d'abord s'occuper de l'énergie nouvelle. C'est celle qui nous manque et c'est celle qui fait que nous sommes en total désarroi. Nous nous sommes entêtés sur le pétrole et le pétrole nous oblige aujourd'hui au pire crime, c'est-à-dire que pour en avoir un peu, nous vendons les armes à nos ennemis qui d'ailleurs les retournent contre nous, parfois même dans nos cités. Et ensuite, je suis persuadé que c'est le solaire, mais pas avec les plaques de Taïwan que tu fous sur tous les toits. Non, comme à Font-Romeu, avec ces plaques kaléidoscopiques qui se réfléchissent sur un point donné, qui est celui-là par exemple, et l'énergie, même pas du soleil, du jour, de la lumière, se réfléchissant sur un endroit donné, c'est de 1962, c'est pas d'aujourd'hui, crée une puissance qui est équivalente à la puissance nucléaire. Voilà. Donc, le général n'avait pas osé, mais moi, je le reprendrai. Et puis, nous sommes bordés de mers et d'océans. Nous sommes l'un des rares pays, il n'y a pas que le Royaume-Uni, il y a nous aussi. Nous avons été toujours un grand des mers. Et nous avons des bouts de petite France qui tutoient aujourd'hui encore les grandes puissances du monde. Mais nous sommes tellement mauvais que nous allons tous les perdre les uns après les autres. Alors que la mer, avec la différence thermique qu'il peut y avoir entre, rien qu'avec ça, la surface des flots et 1000 mètres en dessous, peut créer une puissance électrique exceptionnelle. Parce que sinon, on va encore vers des points de conflit extraordinaires. Pierre Claret m'a mis en scène un soir pour faire le plein. Je disais que je faisais le plein gratuitement à un gars. Bon, quand tu expliques à un type au fin fond de l'Ardèche, ou même du Bordelais, ou d'ailleurs, qu'il emmerde tout le monde avec son gasoil. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Jusque-là, tout l'encourager. Le gars, il n'a pas envie de... il voudrait bien s'acheter une bicyclette, mais il y a des pentes. Et les pentes, on n'est pas tous en forme. Il y a même des jeunes de 25 ans qui n'arrivent pas à monter une pente. Un vélo électrique, ça coûte une fortune. Tu ne peux même pas y transporter ta copine. Alors, je ne te dis pas ta grand-mère pour aller chez le dentiste. Donc, ça te met tout le monde dans un état absolument fou. Donc, il faut sortir de tout ça. Au lieu de nous parler et de nous bassiner avec des choses qui n'existent pas encore, c'est pas vrai qu'on peut équiper tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Moi, je veux trouver l'énergie de demain. Il faudra un peu moins de 10 ans, mais j'aurais pris la décision. Et après, si je ne vais pas jusqu'au bout du mandat, parce que ils ne pourront plus l'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 60. Avec ce budget, qu'est-ce qui est advenu après? Nous sommes devenus le numéro 1 des avions, numéro 1 des bateaux.
Saint-Nazaire et j'en passe, c'est des meilleurs. Le numéro 1, des trains. C'est là qu'on a inventé les grandes motrices d'aujourd'hui. Bon. Et le numéro 1 de l'automobile. Et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Voilà. Je ne vous le fais pas dire. Parce que tout s'est arrêté. Et à partir du moment où on ne cherche plus à transformer des emplois qui peut-être ont changé, qu'il faut envisager différemment. On ne cherche plus à faire de formation. Et à mesure que je vais faire rentrer de l'argent, et avec cette nouvelle énergie, j'en ferai rentrer beaucoup, eh bien, je vais pouvoir m'éloigner de la dictature molle dans laquelle nous avons sombré. C'est-à-dire la dictature molle, parce qu'on ne dirait pas que c'est une dictature. Tu n'as pas un oriflamme aux frontières avec un micro-nasillard qui te fait les pires menaces, etc. Non, mais c'est l'angoisse qui est dans ton cœur et dans celui de tous les autres. C'est cette recherche éperdue d'un peu de bonheur, d'un peu d'amour, d'un peu de compréhension. Mais si tu crées ce paradigme-là, eh bien, tu verras, même les plus puissants qui ont été s'exonérer au Luxembourg ou sur les îles Guernesey, je pense par exemple à mon ami Patrick Drahi, le patron de BFM TV, devant lequel je me shoote, et tant d'autres, eh bien, ils seront obligés de revenir. Je leur dis, écoute, tu reviens, tu fais une grande fondation qui serve à la France, fondation pour la santé, contre le cancer, contre le retour de ces maladies qu'on avait un peu crues, etc. Tu fais une grande fondation pour la paix. Parce que la France est un pays qui a aussi été un pays de paix. Parce que la France, c'est ce peuple qui a dit « ici le peuple est souverain ». La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quelqu'un m'a dit l'avoir relue dernièrement et avoir dit « mais enfin, on devrait faire relire ça à tout le monde ». Tu te rends bien compte que ce n'est pas n'importe qui a écrit ça. C'est une volonté extrêmement profonde. Il n'en reste rien. Les lois sur la laïcité du début de 1900, elle a rendu bien des services. C'est dommage qu'à l'époque, on n'ait pas su que le djihad allait se manifester, mais enfin, il faut un certain temps, parce qu'aux catholiques, aux protestants, il avait fallu aussi un peu de temps avant de se calmer. Voilà, mais tu te mets sur un paradigme positif, au lieu de toujours jouer à forme négative, et d'être sur toujours le non, le mépris, la condescendance, et le va te faire fiche, qui fait qu'on vote plus qu'à 40%. Chacun vote pour le camp qui reste, c'est-à-dire la moitié pour les macronistes, l'autre moitié pour le Rassemblement national, et puis un petit peu pour les autres partis, etc. Mais c'est pas ça la France. La France a voté durant toutes ces périodes à 80%. Et moi, j'ai toujours été élu dans mes élections avec une participation à 80%. C'était simple. Les uns allaient voter pour m'élire et les autres pour m'éliminer à tout prix. Mais c'est simple. Merci Jean Lassalle. Merci à vous. Vous êtes un journaliste intelligent parce que vous êtes doté de la capacité d'écouter une avalanche de mots sans bouger un cil. Merci à vous.